Alors, bonjour Pierre. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté cette interview. Alors, pour expliquer aux Cominois l'objet de cette rencontre, c'est de rappeler l'anniversaire de la libération de Comines en septembre 2024. Donc la ville avait commémoré avec les associations d'anciens combattants de Comines France, de Comines en Noton, cette page importante de l'histoire de Comines. Et vous étiez venu spontanément à ma rencontre à la Maison du Patrimoine quelques jours avant cette commémoration pour me faire part de quelques anecdotes historiques très importantes sur vos souvenirs d'enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour me proposer de me donner quelques documents de poursuivre cette interview à une autre occasion. Donc, pour la commencer, je vais juste vous présenter brièvement, vous m'interrompez si je me trompe. Donc, vous êtes né en 1935 à Comines, au sein d'une famille... Comines France. Comines France, c'est bien de le préciser, oui, de 8 enfants. C'est ça. Et vous étiez le 5e ? Le 5e. Bon, je ne me suis pas trompée. Très bien. Et vos parents tenaient un atelier de réparation de vélos. Oui, vélo, moto, quincaillerie épicée. Voilà, qui était situé rue de Verviers. Route de Verviers. Route de Verviers, oui. Très bien. Alors, lors de... Disons à 100 mètres au-dessus de la rue qui était baptisée Marthe de Rumont. D'accord. À droite. Ouais, anciennement 3F. Ouais. Anciennement 3F, juste en face. Juste en face. Voilà. Donc, malheureusement, Comines a connu la guerre en 14-18. Oui. La ville a été ravagée à cette période. La population a dû être évacuée en 1917. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les choses sont un peu différentes. Au tout début de la guerre, quand ce qu'on appelait la drôle de guerre, entre septembre 1939 et mai 1940, donc Comines était à cette époque-là occupée par un cantonnement anglais. C'était le démarrage de la drôle de guerre, avec une période de défense passive. Est-ce que vous avez des souvenirs, malgré votre jeune âge, à l'époque de cette période? Vous me disiez que parfois vous deviez vous déplacer et que vous rencontriez parfois des Britanniques. Oui, mais très peu. C'est surtout les Allemands que j'ai rencontrés. Oui. Mais à cette période, vous avez quand même quelques souvenirs Quelques souvenirs, mais sans plus. Je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de souvenirs, non, parce que bon, quand on a cet âge-là, 5 ans, on n'est pas obsédé par tel ou tel militaire. Et je pouvais confondre un Anglais d'un Allemand. Oui. Mais ils ne sont pas restés longtemps à Comines. Hein. Non. Très très vite, ils sont partis, remplacés par les Allemands. Et là, je les ai bien reconnus, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient, vis-à-vis de nous, ils étaient sauvages. Parce que il y en a pas mal qui roulaient en vélo. Et ils venaient réparer leur vélo à la maison. Et ils nous disaient même à nous, nous capote, tout partir. Oui. Et finalement, ils ne sont pas partis, ils sont restés. Ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Et comme mon papa avait vécu la guerre de 14-18 et qui avait vu que Comines avait été rasée complètement, il nous a dit, écoute, on va prévoir un peu de nourriture pour la route, mais on va partir d'ici et on va aller en Bretagne, parce que ma mère était bretonne, mais ça ne s'est pas fait comme ça pour la bonne raison, c'est que quand on est parti, il n'y avait plus de gare, on ne pouvait plus prendre le train, on a dû partir à Tourcoing. De Tourcoing, ma maman, avant de partir, elle avait prévu de donner à la gare vélo, vêtements et tout, des robes de communion et tout ça. Finalement, tout a disparu comme prévu. Mais enfin, on a eu la liste de tout ça, mais on n'a pas été remboursé tout ça. Finalement, on est parti sur Tourcoing. Sur Tourcoing, on a pu partir sur Lille. À Lille, je me souviens très bien, maman le confond peut-être un petit peu, c'était une gare, et j'ai très très bien vu, d'un côté, les Anglais, dans un train, et nous de l'autre. Mais nous, on faisait signe aux Anglais, bonjour, 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 mais ils ne répondaient pas. Et on savait pourquoi, c'est que les Allemands, ils passaient sans arrêt avec des avions, et si les Anglais avaient été repérés, on aurait été bombardés à 5 mètres près. Un obus n'est pas aussi précis que maintenant. Hein. Donc on aurait été anéantis complètement. Donc après on a continué pour aller vers la Bretagne. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'à un moment donné, on était stoppés. Et les Allemands ont dit, vous n'avez plus le droit de passer.
Et on est parti à ce moment-là à la recherche d'une charrette. Et là, mon papa et mon frère Jean nous ont tiré avec une charrette, hein, à 8 dans la charrette et eux 2 à l'extérieur. Hein, parce qu'on était 10 avec la grand-mère. C'était une charrette. C'était une charrette comme on voit. Un véhicule ou Ah non, 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 c'était vraiment une charrette à deux bras. Avec la montre, ça tape sur la table et du coup, on était vraiment à 2 bras. Une charrette à 2 bras tirée par mon frère et mon papa. Et de ce fait-là, on a avancé tout doucement, mais on avait faim. Et mon papa, il n'a rien trouvé de mieux que de quitter la famille en disant continue à pied jusqu'à la prochaine gare. Moi, je vais partir à droite et je vais essayer de trouver la nourriture à droite parce qu'on a tous faim. Et mon papa est parti à droite. Ma maman, ma grand-mère et tout le monde pleurait parce que mon papa nous quittait. Et finalement, ma maman est partie en ligne droite en pleurant, avec tous les enfants qui pleuraient. Mon papa est parti à droite et mon papa, avant de partir, a dit écoute, je vous quitte, mais on se retrouve à la prochaine gare. Mais, prochaine gare, où est-ce qu'il y avait une gare, on ne savait pas. Finalement, il est parti à droite, après il a contourné, et quand on est arrivé en bout de piste, ma maman s'est retrouvée là et mon papa s'est retrouvé là. Par chance. Par chance, avec des sanglots, tout le monde pleurait à chaudes larmes. Peu après, donc, les Allemands nous ont empêchés de passer. Alors on était bloqués à Saint-Paul-sur-Tournoise. Dans le Pas-de-Calais, c'est ça? Oui, dans le Pas-de-Calais. Et là, les gens qui voyaient cet attroupement, ils se sont dit, c'est vrai, 10 personnes, ça se voit. Ils se sont dit, mais vous avez faim, vous avez soif. Alors, il y en a qui étaient partis. Alors, il y a un voisin d'une rangée de maisons qui a dit à mes parents, ben, rentrez là, il n'y a plus personne, j'ai la clé. Hein, allez dormir là, donc, et prenez la nourriture que vous avez parce qu'ils sont pas prêts de revenir. Donc, heureusement, de ce côté-là, on a eu faim. Et c'est comme ça qu'on a pu donc un peu être hébergé pendant quelques jours. Et après, on est parti sur Saint-Paul-sur-Tournoise, où là, ça s'est pas très bien passé parce que je me souviens très bien, on était sur une place, maman qui n'avait pas peur de rien, elle était bretonne, mais c'était une battante. Elle a dit on va y chercher à manger. Alors, on s'est retrouvé sur une place, un peu comme une place ici, comme une place de patronage, quoi. Et finalement, c'était des Polonais qui faisaient à manger, mais tout le monde criait à manger, à manger, à manger. Et je me rappelle très bien, maman elle me donnait la main, j'étais sur sa gauche, et la bonne femme était sur un perron, et comme tout le monde rouspétait pour avoir à manger, elle en avait plus que marre. Elle a pris le poulet tout chaud, elle l'a jeté comme ça, il est arrivé en face de moi, et j'ai eu le temps de faire ça pour éviter le poulet. Autrement, j'avais un poulet tout chaud dans la figure. Alors ça, c'est ce que j'ai... Une anecdote qui vous a marqué. C'est ce qui m'a marqué beaucoup. Parmi d'autres. Oui, alors là-bas sur place, bon, après on a avancé, on a dormi dans la paille. À un moment donné, ma maman est allée dans un commerce, mais il y avait beaucoup d'Allemands. Et elle a un petit peu, d'après ce qu'elle dit, d'après son témoignage écrit que j'ai là, elle a un petit peu bousculé les Allemands pour le passer en disant « famille, famille, famille ». Alors là, ils ont été corrects quand même, parce qu'au début de la guerre, c'était pas pareil qu'à la fin de la guerre. Hein, donc elle a réussi à avancer, à avoir à manger, et finalement, on a été nourris tant bien que mal, quoi. Mais il faut dire que la situation, elle n'était pas bonne là-bas non plus, et ma maman me raconte, bon, on entendait, mais on restait à l'intérieur. Maman elle racontait que dans une des maisons qu'elle avait logées, parce que là aussi il y a d'autres personnes qui nous ont invités à loger, vu le nombre de familles, le nombre d'enfants qu'on était là, on était allé dans une autre maison, et là, en pleine nuit, là les Allemands nous ont bombardés. Et maman elle disait, on entendait les bombes qui étaient tirées dans le champ juste à côté de nous, à moins de 100 mètres. Ça devait être effrayant. Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'ils visaient les maisons sans doute. Et là, bon, la précision n'était pas comme maintenant. Et en plus c'était en pleine nuit. Hein, donc, non, on tuait n'importe qui. C'était ça surtout qui était dur. Alors après, mes parents ont décidé de revenir parce que papa avait appris que, ma foi, Comines n'avait pas été bombardée, parce que comme il avait vécu 1917 et qu'il avait vu que Comines avait été rasée, il croyait que ça aurait été la même chose, mais non, c'était différent. Et finalement, on est revenu sur Comines. Mais comment revenir?
Alors, on était à 10 quand même, et c'était long, à pied. Alors, mon papa... Vos parents et votre grand-mère, c'est ça? Oui, on était à 10, donc avec la grand-mère. Ma petite sœur, la dernière, est arrivée en 42. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que mon papa est allé dans une ferme, et il a demandé pour louer un cheval. Il a loué un cheval, qu'on a appelé Saint-Paul, mais il voulait également trouver une voiture, pour mettre tout le monde dedans. Alors, il y avait des voitures fort allongées dans le temps, je ne sais pas comment elles s'appelaient, ces voitures-là, mais enfin, disons, avec un grand coffre derrière, il met 3 enfants derrière, 5 à l'intérieur, et tiré par mon frère et mon papa. Hein, tantôt mon frère, tantôt mon papa pour guider la voiture, quoi. Hein, et on est rentré comme ça. La voiture, après la guerre, comment tirer la voiture avec des cordages? Avec des cordages que mon papa, de toute façon, il était très bricoleur. Hein, d'ailleurs, il y a une photo qui illustre comment on était tracté par le cheval. Et ce cheval, moi je me rappelle très bien, c'est quand on est rentré, le drame, c'est que bon, on a été cueillis comme des libérateurs par les voisins, parce qu'il y a beaucoup de voisins qui étaient restés, étaient contents qu'on était là, parce que on vendait quand même non seulement des vélos, des motos, mais également de l'épicerie quincaillerie. Hein, donc ils étaient contents qu'on était de retour. Mais malheureusement, en arrivant, la porte était barricadée de bois comme ça, en croix. Je me suis dit à mes parents, mais qu'est-ce qui se passe là? Ben, on n'a pas fait ça comme ça, on avait fermé la clé. Alors, j'avais pourtant 5 ans, mais j'avais une force. J'ai retiré les lattes de bois et en rentrant, plus rien. J'ai rien dit. Je suis allé boire de l'eau tellement j'avais soif. Et en sortant, j'ai dit, maman, on a tout volé. Plus de vélo, plus de moto, plus de quincaillerie, tout est vide. Et maman a répondu, mon petit Pierre, mais votre maman était courageuse d'après témoignage. Oui. Votre papa aussi. Et vous également. Ma maman l'a dit, mon petit Pierre, on est tous entiers, c'est le principal, on va se refaire, on va se refaire. Et on s'est refait, la preuve c'est que mon papa a tenu un commerce jusqu'à passer 70 ans et surtout on était tous entiers, on n'était pas malades. Oui, donc c'était le choc de revoir donc c'était ce choc. Cette intrusion dans l'atelier, la maison, mais vous étiez ensemble. C'est ça. Et vivants. Et alors après, pendant la guerre, on entendait les bombardements, parce que on bombardait la centrale, tout ça. Et il y avait l'alerte également, qui sifflait régulièrement. Mais on avait une bonne cave, que le béton était assez épais, parce que mon papa avait travaillé un petit peu dans tout. Hein, donc il savait que la cave, elle était costaud. Donc on avait des masques à gaz. Alors on mettait le masque à gaz et allez vite à la cave. Des masques à gaz récupérés de la Première Guerre mondiale Je pense, parce que j'ai pas su. Ces masques, ils étaient là, ils disaient mettez vos masques. Et c'était les plus jeunes, mais lui, il n'en mettait pas. Oui. Et nous, on mettait le masque. Il voulait nous protéger, quoi. Hein, mais la maison était grande, parce que d'après papa, c'était une ancienne mairie. Hein, la maison était bien plus haute que les autres. Hein, c'était une rangée de maisons, mais la maison était plus haute que les autres. Il disait, papa, moi, il était né en 1903, il dit ça, c'était une ancienne mairie. Et c'est pour ça, c'est du costaud. Et on vivait quand même à 12 ans, et ma grand-mère était juste à côté. Alors, quand l'alerte était terminée... Pour les alertes aériennes, vous alliez vous réfugier? Oui, tout le temps. On abandonnait tout, hop, on partait. Et après comment dirais-je, on sortait et on se remettait à travailler, quoi. Oui, mais disons que on peut pas dire quand on est enfant, de toute façon, moi j'ai jamais eu peur, que ce soit en France ou en Algérie, j'ai jamais eu peur, mais ça c'est pour des personnes. Mais j'ai pas eu l'impression que mes parents avaient eu peur, sauf que c'était l'alerte qui était agaçante, parce que on devait vite, parce qu'on ne savait pas si l'alerte était pour tout de suite, hein, si le bombardement était pour dans la minute ou pas. Oui. Hein, d'autant plus que oui, alors un souvenir que j'ai que j'ai toujours ancré dans la mémoire, c'est que mon papa, en allant faire les courses à pied, m'avait attiré sur la route près des Trois Bras L'Eau, donc juste à la hauteur de l'Énergie, et d'un seul coup, il y a un avion qui est passé en rase-motte, il a dit allez à terre, il m'a couché par terre près d'un mur, et l'avion est passé.
il lâchait sa bombe, mais au moins à 100 mètres de l'énergie, c'était volontaire, il ne voulait pas tuer personne. Les Britanniques essayaient de bombarder la station de pompage de la centrale dans la Lys, et s'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas l'atteindre, peut-être qu'il a... Oui, malheureusement, il y aura eu quand même 7 raids aériens, et dont les premiers ont été très... Oui, il y a eu des morts, rue du Rupin, là également. Hein, les maisons ouvrières ont été touchées également. Il y a eu des blessés également à la centrale, hein, il y a eu des blessés également. À la centrale, oui. Et plusieurs employés ont péri pendant ces bombardements. Oui, alors là, ça a continué, donc maman, elle nous faisait beaucoup de biscuits secs. Hein, comme elle est très bonne cuisinière, elle avait commencé à travailler à 12 ans, donc chez des nobles, donc elle savait très très bien cuisiner, et elle nous faisait des biscuits secs, et c'est comme ça qu'on est parti en exode avec ces biscuits, avec des paquets de biscuits qu'elle nous faisait manger, mais vraiment secs comme des gaufres, mais encore plus durs que ça, mais qui conservaient très très bien. Je me rappelle bien, dans l'armoire en haut, là il y avait deux grandes boîtes énormes comme ça, hein, vu qu'il fallait quand même pour 10 personnes. Hein. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a continué à travailler. Moi, dès l'âge de 8 ans, donc, mais ça, c'était après la guerre. Mais pendant la guerre, on a vraiment manqué de rien grâce aux biscuits secs que l'on mangeait. Hein, parce qu'il n'y avait pas toujours de quoi se nourrir, mais bon, c'était comme ça, quoi. Et parfois... Vous essayez de trouver un système D, comme on dit maintenant, en allant glaner les champs autour de communes ou à communes. Oui, tout autour. Donc, je peux vous dire que j'ai glané jusqu'à 80 ans. Donc, pour montrer aux enfants comment on se nourrissait pendant la guerre. Hein, j'ai donc montré aux enfants, à ma petite fille et à mon petit garçon, comment je glanais des petits pois, des carottes et surtout des pommes de terre. Hein, parce que là... quand on épluchait les pommes de terre pour 10 et après pour 11, c'était un grand saut, hein, parce qu'on se nourrissait surtout de pommes de terre. Alors, ce qui s'est passé, à ma grande surprise, que moi je voyais régulièrement les Allemands passer et venir à la maison, mais dire tout le temps qu'ils étaient capoutes, alors que dans le fond, ils étaient bien là, mais je crois que c'était des pauvres qui avaient leur vélo. Hein. Je voyais les chevaux passer, mais ce qui m'a marqué avec mon frère Jacques, qui a 4 ans de moins que moi, c'est que on les voyait passer au pas, hein, comme un vrai régiment, et on voyait des gosses de 14-15 ans en tête. Je disais à Jacques, regarde un peu, je dis, c'est des gamins, comment ça se fait qu'ils font la guerre? Mais même au début de la guerre. Même au début de la guerre, moi je les ai vus. Hein. Et Jacques s'en souvient très bien. Hein. Ça m'a marqué. Je dis, alors au pas, et ils chantaient. Hein. Et c'était beau à voir, parce qu'ils étaient disciplinés. L'Allemand était discipliné. Hein. Alors voilà. Un petit peu ce qui s'est passé. Et après, la grosse rencontre, c'est à la fin de la guerre, c'est en 1944, 6 mois avant la libération, c'est que de temps en temps, quand on pouvait jouer, parce que il n'y avait pas des voitures comme maintenant, c'était la grande route, mais de temps en temps on voyait une voiture, on disait attention, il y a une voiture qui arrive. Mais donc on était quand même, quand on est l'occasion de jouer, on jouait un petit peu, et je jouais avec mon frère Jacques, hein, qui a 4 ans moins que moi, et le ballon était passé au-dessus d'un grand mur de 5-6 mètres. Et moi je me suis mis à grimper ce mur, hein, il y avait de quoi, mais enfin, à cet âge-là on est habile, et en regardant comme ça pour récupérer le ballon, j'ai dit Jacques, il y a quelqu'un là. Et juste avant, effectivement, et ça c'était peu avant la débâcle, il y a au moins 200 Allemands qui ont logé juste chez Philenbench, hein, chez anciennement Béag. Et on faisait de la corderie, mais alors c'était sur 100 mètres, c'était des bâtiments très très longs, même plus que 100 mètres. Et c'est des cordes comme ça, pas comme maintenant, tout est en hauteur maintenant, et puis c'est pas de la même façon. Et là, ils ont logé au moins à 200 avec des prisonniers. Et quand ils sont partis, j'ai pas demandé à savoir si tout le monde était parti ou pas, c'était pas mon rôle, mais en passant au-dessus du mur, je me suis aperçu qu'il y avait un monsieur. Et j'ai dit Jacques, il y a un monsieur là, ça a l'air d'être un prisonnier. Alors il m'a fait chut chut, russe russe. Alors je me suis dit, c'est un gars qui est resté sous la paille, parce que là on dormait sous la paille, et finalement, je dis, c'est un gars qui s'est échappé. Hein, donc de ce fait-là, j'ai demandé s'il avait faim, il m'a dit, oui, j'ai faim. Enfin, il m'a fait le geste comme quoi qu'il avait faim.
Alors, mon frère et moi, pendant près de 6 mois, hein, d'abord, le pauvre, pendant 6 mois, j'ai nourri. On a nourri ensemble ce Russe, alors que nous, on avait faim. Et on se privait pour lui. Et quand il est parti le 6 septembre 1944, il était à 5 mètres de moi, il ne m'a même pas dit au revoir. Il a fait ça et il est parti sur une chenillette que je souhaitais revoir, et j'ai revu ici à Caudry en 2024. Et j'ai dit, c'est pas possible, j'ai nourri pendant 6 mois, on l'a nourri pendant 6 mois et il vient même pas vers nous, mais enfin, disons qu'aussi, ce que les Anglais souhaitaient, c'est de partir, parce qu'il y avait d'abord une moto que j'étais le premier à voir à la Libération, venant de Vervic. Ils sont venus effectivement d'Armentières également. Mais moi, la première moto anglaise, je l'ai vue là, et il était peut-être à moins de 10 mètres de moi. Et au moment où je me suis approché, il y a 2 femmes qui ont traversé la route et ils ont dit, il n'y a plus d'Allemands. Alors, parce qu'après, j'ai dit, il a demandé s'il y avait il n'y a plus d'Allemands. Alors, il était là en éclaireur, il n'y avait personne au loin avec lui. Il a fait demi-tour vite fait, il est parti, et aussitôt après, la moto est venue. Les jeeps sont venus, les chenillettes sont venues, et c'est là que le Russe est parti avec, et après les chars sont venus. D'accord. Et après, moi je suis parti avec eux sur Comines, et c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond il y avait énormément de chars, mais je ne m'étais pas rendu compte que une partie en tenaille, en somme, on venait d'Armentières et on venait de Vervic. Parce que les autres témoignages, majoritairement, les autres témoignages de cominois, des personnes qui ont vécu de la libération, témoignent de l'arrivée d'Armentières et de la République. Oui, c'est ça. Notamment M. Calonne, enfant, qui aurait vu le premier motard qui arrivait rue d'Armentières. Oui. Mais votre témoignage est tout à fait intéressant parce qu'il éclaire une autre facette de cette libération et de l'arrivée des troupes par Vervic. Mais les Allemands ont été pris pour des Britanniques, vous me disiez. Alors, le docteur Ledoux. Oui, alors là, et d'autres riverains. Avant la libération, et vous-même, comme on était souvent, enfin moi j'étais surtout très très curieux, et puis on pouvait courir jusqu'à Comines sans problème. À cet âge-là, on cavale. Alors, je m'étais rendu compte, parce qu'on savait tout, parce qu'en vélo, on n'était pas en voiture, il y avait que des vélos et des personnes à pied. Alors, on m'a dit, il y a 2 chars sur la place du Général de Gaulle, près de chez maintenant, c'est l'ancien maire qui est là. Oui, l'ancienne pharmacie. L'ancienne pharmacie. Je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, c'était pas Varlet, c'est un autre nom. Enfin bref, les 2 chars sont sur la place du Général de Gaulle. Ça ne s'appelait pas le Général de Gaulle à cette époque-là. Enfin, sur la place. Oui, juste en face des 3 ballots. Juste en face de chez Bécard. Alors, ce Bécard était connu, surtout parce qu'on allait chercher le pain, là. Et attention, on allait chercher le pain avec des tickets. Des tickets de rationnement. Oui. Et comme on était de famille nombreuse, on avait un peu plus. Alors, la queue. Alors, finalement, je suis allé là en courant, et j'ai vu 2 chars. Et il y avait une femme qui était vraiment méchante. Et j'ai appris par M. Ledoux, qui était un résistant, le docteur Ledoux, que je côtoyais beaucoup à la piscine parce qu'il venait faire des acrobaties avec moi, qu'il y avait parlementé, parce qu'il connaissait un peu l'anglais et l'allemand, un parlementé pour se rendre, parce que ils étaient cernés, qu'il n'y avait plus d'Allemands autour. Oui, il leur a même montré une carte. Oui. Et elle n'a pas voulu. Elle a dit, si vous me touchez, mes canons sont dirigés vers les 3 ballots et je tire à travers tout. Et il y aura des tués. Donc du coup, M. Ledoux a laissé faire. Et ils sont partis. Je ne sais pas si c'est le jour même, mais enfin ça n'a pas tardé. Ce qu'il y a, c'est qu'on m'a averti qu'ils allaient partir. Et j'étais retourné à la maison, je suis revenu, et à hauteur des 3 ballots, juste avant la rue de Lincel, juste là, il y a un Allemand qui était là, et j'étais à côté. Et après il s'affusait, il a tiré une fusée éclairante en disant, voilà, vous pouvez avancer, il n'y a pas d'ennemis. D'accord. Et les 2 chars sont avancés, mais peu après les chars, 100 mètres après, ou moins ou plus, je ne sais pas, à l'époque on ne s'en rendait pas bien compte de la distance, mais enfin, les 2 chars ont passé en face de la maison, moi je les ai vus passer avec cette femme qui était toujours debout, elle aurait pu être tuée, eh bien non, elle est restée debout. Panthères, vous disiez, Moi je croyais que c'était des panthères, mais en réalité,
Enfin bref, c'est de gros chars, ils me passaient. Mais je crois que la plaque du char, il y a M. Sanski là. Et finalement, ils sont passés, mais aussitôt après, avec le docteur Ledoux et d'autres personnes que je connaissais bien à l'époque, ils se sont pointés le long de la maison, vraiment collés contre, avec des grenades, des fusils, et ils ont attaqué les 2 chars dans la descente de la montagne de Verviers. Et là, j'étais voir après un des 2 chars, le deuxième, je sais pas, j'ai pas vu. Qui ont attaqué les chars. Comment? Ce sont des résistants qui ont attaqué. Ah, c'est les résistants. Ça, c'est pas l'armée anglaise. Après le passage de la montagne de Verviers. Après, en descendant, pour aller sur Vincelles, en descendant. Mais avant cela, je me permets de vous couper, vous disiez, et d'autres communois l'ont dit également, quand ils ont vu arriver ces chars, ils ont cru que c'était les Britanniques, les libérateurs. Oui. Alors, il y a eu un... quiproquo, oui. Il y a eu un quiproquo. On a crié, parce que quand on a... quand la flèche, enfin quand le fumigène est parti, et que les chars pouvaient... Moi je suis foncé à la maison, et les chars ont mis un petit temps avant de venir. Et après ils m'ont dit, tout bêtement, c'est des chars américains, c'est des chars britanniques, on ne sait pas, mais c'est pas... C'est les voisins qui m'ont sorti ça. Mais moi, pour mieux les voir, je me suis pointé là-haut, et j'étais prêt à mettre le drapeau français, et après on m'a dit non, c'est les Allemands. Vous l'avez repris. J'ai vite repris ça, parce que j'ai dit, ils vont tirer dans la maison. D'autres communois ont... Alors il y a 2 choses qui m'ont... Donc après ils sont partis, donc les chars ont été attaqués, et finalement ils ont été abattus, et ils n'auraient pas dû, parce qu'ils auraient dû... Mais ce qui m'a marqué par 2 fois, c'est qu'en pleine nuit, pourquoi j'étais réveillé, je ne sais pas. Ce qu'il y a par 2 fois, j'ai vu passer la Gestapo avec la famille Rondelet, camp de concentration et fusillés. Le couple Rondelet. Et je les ai vus passer, les Gestapo de chaque côté, habillés tout en noir, avec un chapeau, c'était affreux. Et moi j'ouvrais le rideau comme ça, mais je n'osais pas ouvrir la fenêtre parce qu'ils étaient méchants. Et après j'ai vu la famille Debré également. Debré aussi. Hein, donc en pleine nuit. Pourquoi j'étais réveillé? On aurait dit qu'on sentait ce qui se passait. Alors je crois que c'est la famille Rondelet a été anéantie, je crois qu'ils ont été fusillés. Tandis Debré, je crois qu'ils ont été libérés, je crois. Ah, mais ça, je les ai vus de mes yeux vus. Hein, et ça marque. Oui, le couple Rondelet a été déporté en Allemagne et après séparé, oui. Ils ont péri en 44-45. Oui. Malheureusement. Ah, voilà en gros ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une peur de... Comment? Enfin, vous étiez très jeune à l'époque, mais est-ce que vous pensez que vos parents avaient des craintes par rapport aux rumeurs, aux dénonciations, ou est-ce qu'ils essayaient simplement de vivre autant que... Non, je crois que quand on est rentré, mon papa il a dit bon ben on continuera comme avant. Bon, c'est la guerre, mais ça n'a pas l'air d'être aussi méchant qu'en 1914 et 17. Hein, où la commune vraiment a été rasée complètement. Il m'a dit les Allemands qui viennent ici, ils ne sont pas méchants. Alors, ce qui s'est passé également, c'est que quand on a su que c'était la débâcle, mon frère et moi, mais après j'ai su que mon grand frère, qui est parti à San Francisco, avait également jeté des clous à 4 têtes. Alors, c'est un résistant qui s'appelle Camille, qui venait souvent à l'Empérant, mais c'était un résistant, moi je ne savais pas que c'était un résistant, mais d'un seul coup il m'a dit « Pierre, tiens, et jette ça sur la route. Les Allemands vont partir par là, c'est la débâcle, il faut les freiner. » Moi je n'ai pas cherché à comprendre, c'était peut-être un jeu, mais enfin, comme j'ai jamais eu peur, mon frère a eu peur. Enfin, il a même eu peur en Algérie, mais c'est pas donné à tout le monde d'être sûr de soi. Bon, c'est comme ça. Et alors, avec ce paquet de clous, j'ai dit à Jacques, bon ben, on va les jeter et on va freiner les Allemands. Hein. Alors, mais attention qu'il n'y a pas d'Allemands qui arrivent. Hein. Alors, donc, ils partent vers Comines, donc on se met au milieu, un clou à gauche, un clou au milieu, un clou à droite. Et on a vidé comme ça le paquet de clous sur au moins 100 mètres. Mais si on avait été pris, eh bien, on aurait été zigouillés, tous. Et alors, j'ai interrogé mon frère Jean. C'était l'inconscience de l'enfance. Oui, c'est l'inconscience. Et puis, c'était de vouloir freiner les Allemands, parce qu'on disait que c'était des méchants. Hein, et puis, mon papa, comme il avait vécu la guerre 14-18, il avait dit les Allemands, c'est des méchants. Alors, de ce fait-là, on a fait ça. Et j'ai interrogé mon frère peu après, et il m'a dit oui, Pierre, j'ai jeté des clous aussi à 4 têtes, mais je ne voulais pas le dire à personne. Et nous non plus, on ne l'a pas dit à personne.
Et c'est Camille Lenoir qui habitait la Madeleine, ancien résistant, qui nous a donné ça. Parce que je ne crois pas que mon père en achetait. Et je ne crois pas qu'il aurait accepté qu'on achète des clous. Parce que si on avait été pris, on aurait tous été viliers. Alors, ça crevait à la maison, les motos et les vélos. Hein, parce que c'était. Mais du coup, on était débordés. Mais par contre, les voitures crevaient aussi. Au moment de la débâcle, les Allemands, à ce moment-là, ils n'étaient plus au milieu de la route, mais ils étaient carrément... Bon, parce qu'il n'y avait pas de maison de l'autre côté. Il y avait les 3 F, il y avait 3 F, mais l'usine était à 100 mètres. Hein. Maintenant, il y a des maisons. Mais là, il y avait des champs. Et vraiment, ils étaient collés à la maison. Et moi qui étais en haut... je cavalais partout. Oui, j'aurais pu attraper l'officier avait son cheval et j'aurais très bien pu de la chambre du haut attraper son calot. Mais je ne le faisais pas. Mais je les voyais passer, mais vraiment, on voyait qu'ils avaient la trouille. On voyait qu'ils avaient la peur dans le ventre et qu'ils demandaient qu'une chose, c'était de partir. Ça pouvait être une cible facile. Oui, mais elle avait dit, si vous sortez ou bougez, Ah oui, ne bougez pas, il dit, si vous sortez, je tire. Elle avait dit ça au docteur Ledoux. Comment? Elle a dit ça au docteur Ledoux, cette dame allemande. C'était au docteur Ledoux. C'était au docteur Ledoux, hein, oui, qui m'a répété ça à la piscine. Hein, parce que je l'ai interrogé pas mal de fois là-dessus, parce que moi ça m'intéressait, vu que j'avais vécu ça. Hein, donc voilà quoi. Et après, bon, il y a eu une libération, comme on sait, bon, ça s'est bien passé quoi. Et c'était des Allemands, des Britanniques, là, quand on va vers Verviers, il y a toujours un endroit, tu vois, c'est là qu'ils étaient... Oui, alors après, donc, juste après la libération, donc, après il y a eu la grande fête à Comines, mais il y avait un char qui était pointé donc, à l'usine au bleu, là, qu'on appelle toujours l'usine au bleu. Il y avait un char qui était dirigé vers le Christ. Il y a un Christ, là. Vraiment, il y avait le char qui était là. Et j'ai monté sur le char, et j'ai dit, ça sent bon. J'ai fait sentir, ça sent bon. Et il m'a donné donc... une boîte de cigarettes, parce que les cigarettes prêtes, c'est dans une boîte, c'était des Players, hein, le nom me revient. Hein, et en arrivant à la maison, j'ai dit à Jean, regarde, c'est un peu ça. Mais il dit, il ne faut pas fumer ça. D'abord, si tu veux apprendre à fumer, tu dois apprendre à fumer comme moi. Alors il dit, tourne un peu du papier. Alors il m'a fait tourner du papier, il a brûlé le papier, il m'a dit, maintenant respire, que j'ai devenu malade et j'étais écœuré de fumer. Et depuis, j'ai jamais pu fumer. Jamais plus. Ah oui, là, je les ai écœurés. Alors qu'à l'époque, il y avait des tickets de rationnement, même pour le tabac. Hein. Oui. Les amis communes en conserve. C'était presque devenu un luxe. Comment? C'était presque devenu un luxe. Oui, tout à fait, vu le prix, hein, bien sûr. Alors, du coup, ça me fait une transition pour vous questionner sur le passage de la frontière. Alors, à la frontière, comme mon papa avait invité mon frère Jean à aller au collège en Belgique, il avait dit, mon petit Pierre, en Belgique, on apprend mieux au collège Saint-Henri, on apprend mieux qu'à l'école Saint-Joseph, rue Carnot à Comines. Alors il dit, va quelques années là-bas et tu vas vraiment bien avancer. Parce que, bien sûr, on ne pouvait pas tellement apprendre avec papa, parce qu'il nous faisait toujours travailler à monter les roues. Alors, parce que maintenant, un marchand de vélo reçoit les roues toutes faites, oui. Nous, on devait monter les roues entièrement. Et puis, il fallait l'aider parce que, bon, il faisait des marmites et des seaux et tout ça. Alors, il fallait tourner à la forge, tout ça, entre l'atelier et la véranda. Il y avait un espace libre. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait faim, on avait soif. Et maman elle disait, essaye de passer ça à la frontière. Alors je mettais pas des langofs comme Tintin et Milou, là, les gros, c'était très gonflé. Et comme le pont avait été bombardé et qu'il y avait une passerelle, donc on passait en vélo. J'allais au collège en vélo, avec un vélo de femme, un petit vélo de femme. Et je montais la passerelle, que je poussais jusqu'en haut. Après il y avait une plateforme. Ensuite il fallait descendre, mais en descendant côté belge, il y avait toujours les Allemands qui étaient là. Et des officiers allemands. Alors, en descendant, il ne disait rien. Mais en montant, sans arrêt, j'étais arrêté. Vous avez rien? Je disais non, j'ai rien. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, c'est pour manger. Ça, c'est pour boire. Des brosses, j'ai même mis des brosses à nettoyer, qu'on trouvait moins cher en Belgique qu'en France. Et tout ça, mais on avait tout en Belgique, on avait tout. Même, je passais un peu plus tard aussi, avec une moto, un vélo moteur que mon frère avait mis au point, et j'allais en Belgique chercher de l'essence
On suçait et on était dans les motos. Mais ça, c'était après. Mais là... Dans votre pantalon aussi? Ah non. Non, mais là, des bouteilles également, des petites bouteilles que je mettais dedans, et un peu de tabac également, parce que mon papa fumait, mais surtout aussi de la nourriture. Hein. Chicorée et café. Là, je les mettais dedans. Et à l'époque, pour passer le tabac, il y avait une presse, on écrasait le tabac carrément pour en faire une épaisseur qui était comme ça, elle devenait comme ça, hein, juste au bord du pont. D'ailleurs, le bâtiment a brûlé là maintenant. La première maison, c'était là que j'allais. Donc j'allais pas bien loin. La presse était là. Donc on tournait, on écrasait de tout. Et alors je mettais ça autour de mes chaussettes, à l'intérieur de mes chaussettes, et les Allemands, vous avez rien, non, ça, ça c'est mes papa, fumer, ainsi de suite, quoi. Donc c'était donc mais laissez passer. J'ai jamais eu, on m'a pas pris ce que j'avais acheté, non, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Oui, et donc en pleine nuit également, j'étais arrivé pas mal de fois parce que ça, 2 maisons au-dessus de la nôtre, ça buquait fortement. Alors on s'est réveillé, vu que on dormait à 3 garçons, mais dans une chambre qui donnait sur la rue. Et quand on frappe, et surtout la Gestapo, quand elle frappait fort. Et là, en pleine nuit, ils ont souvent essayé de récupérer un résistant, mais le résistant a été toujours averti. Et en plus, il y avait une sortie derrière qui donnait chez Fidel Bench, et donc ils pouvaient sortir par les bois, parce qu'il y avait un bois derrière également, et repartir en Belgique. Mais j'ai jamais vu ce monsieur Duflo du temps de la guerre, mais ce qui paraît qu'il venait souvent voir sa maman, mais il partait en pleine nuit. Et quand la Gestapo venait, eh bien, il n'était plus là. Il n'avait pas pêché. Mais c'était un résistant qui passait la nuit, soi-disant, à la nage. Il n'y avait même pas de bateau pour traverser. Plus la passerelle, en plus, aurait alors, comme on pouvait aller de sa maison, il y avait un petit chemin où je me rappelle également qu'on a déterré des Allemands, là, après la guerre. Il y avait un petit chemin qui donnait directement à la Lys. C'était près de l'usine des 3F? Où est-ce qu'on dit qu'il y a l'étang des 3F? Oui. C'est là. Oui, ils ont découvert les corps des... C'est ça. Je les ai vus, j'étais là également. Les Britanniques combattus pendant la bataille du 25 mai 1940. Ils ont été enterrés là. C'est ça, oui, provisoirement. Et avant d'être rassemblés par les autorités communales dans le cimetière. Mais en somme, moi je les ai vus déterrés et tout ça, mais comme des chiens, parce que dans le fond, il n'y avait personne. Il n'y avait que les personnes pour déterrer ces cadavres et c'est tout. Hein, je crois même que les chevaux, il y avait 2 chevaux également qui étaient déterrés à côté. Ça fait de la mélasse, c'était une mélasse, c'était pas beau du tout. Mais un souvenir qui m'a marqué, c'est quand en 1944, juste avant que M. Houzé soit tué à Sainte-Marguerite par les Allemands, parce que justement il y avait un revolver dans cette poche, et comme c'était un résistant, c'est la dernière photo qu'il a tirée avant de partir sur Sainte-Marguerite. Il était photographe, Pierre Houzé. En 1944, Pierre Houzé. Et là, donc c'est votre famille qui l'a publié dans le... Oui, juste dans la rue là, donc où l'ancien maire habite là. Près de la place de Gaulle. Non. Rue du Rossignol, pardon. Rue du Rossignol. Oui. Hein, c'est contre la rue du Rossignol, donc c'est vraiment dans la rue. La première maison. Oui. La première maison, c'est celle-là. Vous êtes tout dans cette photo? Mais là, moi, je suis en 5e position là. Oui. Donc vos frères et sœurs et vos parents. Ça, je me rappelle très bien parce que bon, moi, à cet âge-là, j'avais déjà 9 ans à ce moment-là, donc. Oui, donc c'était le 4 septembre. Ouais. 1944. Et après, il s'est fait tuer là, et c'est un ancien communois qui l'a enterré là tout près, et qui l'a déterré après. Et ensuite. Alors, l'histoire du Russe, bon, j'ai eu sa photo, et également le pont frontière que je passais régulièrement. C'est une photo qui était prise à la dérobée, parce qu'il y avait une cahute là avec un Allemand, et cette femme me voulait photographier avec le pont qui avait été démoli, mais enfin, qui était remplacé par une passerelle. Et là, on voit ça. Et ça, je le passais 4 fois par jour. Parce que du collège, je devais aller le manger le midi, revenir l'après-midi. Comme aujourd'hui, encore les étudiants. Mais tout ça en vélo, et avec toujours des petites remontrances de la part des Allemands.
Et ma foi, ça c'est plus, vous disiez plus ou moins que les Allemands étaient postés sur la côte belge, toujours côté belge. Toujours ce côté belge ici. On est côté belge ici. C'est eux qui jouaient le rôle de vigie. Oui, parce que les bateaux passaient là. Les bateaux passaient là. Les écluses étaient là. Côté belge. Ils n'étaient pas côté français, côté belge. Et les Allemands m'arrêtaient là, en descendant. Et vous parliez de ce prisonnier russe que vous avez nourri, et finalement vous avez eu un témoignage qui indiquait qu'il était originaire d'Ouzbékistan. Oui, un témoignage écrit. Et à mon grand regret, c'est quand je l'ai vu partir, il m'a à peine salué, il m'a pas dit merci, il m'a pas serré la main, à mon grand regret. Et j'ai su par sa petite fille que c'était un professeur. Donc il y avait quand même dans sa tête et de la mémoire également, pour moi, il devait quand même nous remercier, mon frère et moi, d'autant plus qu'on l'a vu partir sur une chenillette, et non, il a simplement fait un signe de tête, mais peut-être qu'ils étaient pressés de repartir. Mais ce que je n'aimais pas, et ça je lui en veux un petit peu, c'est que il était nourri par nous, et il était également nourri par le patron. Et vous avez su après. Mais je l'ai su après. On ne l'a pas su à ce moment-là. Mais pendant 6 mois, on se privait de nourriture. On se privait de nourriture, Jacques et moi, alors qu'on était en pleine croissance. Oui. Et ça, c'était dur quand même. En effet. Alors ici, c'est une photo avec mon frère Jean sur le char à Comines, sur la place de Comines. Alors, Jean est là, et mes 2 sœurs sont là, pour vous dire que c'était la grande fête. Et peu après, je me rappelle avoir vu les Américains arriver, ou les Anglais arriver. En procession, mais alors avec une façon de faire que j'oublierai jamais, c'est que c'était grandiose, c'était la libération. La liesse. Là, oui, tout le monde était en fête. Le soulagement. Et alors, des personnes, ils avaient une prestance, quelque chose que je n'oublierai jamais. Et alors, il partait du côté du jardin public jusqu'à la mairie et il revenait, et sans arrêt comme ça, mais il se croisait tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne voyait jamais. C'était vraiment de la parade, un petit peu comme à Ploustert maintenant. Un petit peu comme à Ploustert, maintenant on le fait. Oui, il y a des compétitions d'ailleurs comme ça, ils font des figures tout en jouant de la musique. Oui, ils se croisent les musiciens. Alors voilà un petit peu. Le témoignage évoque quelques derniers tirs allemands provenant de la Belgique. Ah oui, alors là je peux vous dire, c'est vrai. On avait annoncé que la libération était faite, que les Allemands étaient partis, et c'était pas vrai. Les Allemands étaient encore en Belgique. Et je me suis pointé donc rue du Maréchal Leclerc, côté du bureau de police, ancien bureau de police. Oui. Il y avait donc un fusil mitrailleur qui était là, et de l'autre côté Monsieur Sens, il y avait également un fusil mitrailleur qui tirait sur la Belgique. Et dans mon inconscience, j'allais voir le fusil mitrailleur qui était là et là, alors que dans le fond, les Allemands tiraient du côté belge vers le côté français. Mais le fusil mitrailleur, on parle, était dirigé en britannique. Donc, ont installé les ils étaient à gauche et à droite, c'était la libération. Mais il y a eu quelques échanges de tirs. Ah, il y a eu beaucoup d'échanges de tirs, mais dans l'inconscience, on allait les voir d'un côté et de l'autre, alors que dans le fond, la police aurait dû nous arrêter et de dire restez bien à l'écart. Mais non. Et après, c'est les résistants belges qui ont arrêté les Allemands qui restaient. Ils étaient ensemble au pont frontière. Là. Donc la liesse était déjà là quand vous avez entendu. Oui, absolument. Les libérateurs étaient présents. Oui, il y avait encore quelques cinglés qui voulaient donc se dire que dans le fond, ils étaient pas encore, on n'était pas encore sauvés, mais on était sauvés. Ça, c'est sûr. Et vous avez ici une copie d'une très belle photo également, où on voit vraiment l'un des chars et le pilote. Oui, côté rue de la... Oui, le jardin public est à côté, là. Vous avez vu 1 ou 2 chars sur la place, vous vous souvenez? Oh, il y en avait plusieurs. Oui, je dirais qu'il y avait une dizaine de chars. Plus des jeeps, des camions? Oui, des jeeps, des camions, oui. Ça, c'est surtout un souvenir mémorable, c'est que mon frère est en haut, et mes 2 sœurs en bas, là. Alors, ça, c'est des témoignages. Vous êtes également sur la photo? Non, je ne suis pas là. Non, je suis sur une autre photo, là, qui est apparue dans le journal, d'ailleurs.
Elle est là d'ailleurs. Et qu'on avait exposé ici même en septembre. Alors il y a 2 photos où l'anglais est là et je suis occupé de le regarder, et il y a l'autre photo qui est parue dans le journal où là, bon, je regarde la caméra, quoi. La caméra. Et après, bon, ben, c'était la liesse pour Comines, hein, parce que dans le fond... Et après, c'était quand même les tickets de rationnement, parce qu'il fallait se refaire. Et ça a duré très longtemps. Heureusement que mon papa, on a glané beaucoup dans les champs. Mes sœurs glanaient surtout du blé, et nous, on glanait des pommes de terre. Et mon papa avait fait un trou, donc de la véranda vers la cave, il y avait un trou, et on passait les pommes de terre là. Mais il avait également fait une machine à moudre le blé, et mon papa il faisait de la farine avec ça, et ma maman elle faisait du pain, régulièrement du pain et même des gâteaux, ou alors grâce au blé, oui, parce que dans le fond c'était impossible de trouver quoi que ce soit. Impossible. De rationnement, c'était la pénurie. Et alors, dans ma jeunesse aussi, même en revenant du collège, souvent, je devais partir jusqu'à la montagne de Vervic pour essayer de trouver un peu de lait, un petit peu de beurre. Dans les fermes dans les fermes, oui. Et alors, je me rappelle également très très bien, c'est qu'à la montagne de Vervic, où il y a un cimetière allemand, il y avait également un blocos là. Oui. Et j'allais sur ce blocos avec les Allemands. Ah, vous alliez à leur rencontre? J'allais à leur rencontre, et j'avais pas peur. C'est bizarre, hein. Je vous dis, parfois... C'était votre quotidien, C'était notre quotidien. C'était un petit peu un jeu, et puis ils n'étaient pas méchants. Et je montais en haut du blocos. Ils étaient là parce que, ma foi, ils avaient une belle perspective, ils pouvaient tirer ceux qui passaient, tout ça. Et ma foi, c'était pour moi un jeu. Et en même temps, à 100 mètres de là, il y avait le beurre à récupérer et le lait. Hein, mais c'était quand même à 1 kilomètre de là. Et alors le soir, il y avait bien sûr pas de lumière à l'époque. Hein, donc mon papa, heureusement qu'il était marchand de vélo, alors sur la dynamo, il a mis un caoutchouc. Hein, qu'on voit encore maintenant sur certaines dynamos, et c'était grâce à ça que je voyais la route, parce que ma foi, la route n'était pas comme maintenant, hein, c'était pas bétonné, rien du tout, c'était de l'eau et ainsi de suite. Mais le lait, il fallait le chercher tous les jours, parce qu'on était nourri qu'avec du lait et le pain que ma maman elle faisait, mais surtout le lait battu. Tous les soirs, c'était du lait battu. Tous les soirs, c'était du pain. Maman, elle mettait de maïzena, elle mettait des numéros là-dedans, ou elle mettait un petit peu de farine pour dire d'épaissir, mais on se nourrissait que de ça. Et alors, une anecdote juste après la guerre, c'est que mon frère a traversé la rue et les Anglais ils passaient parce que beaucoup de camions passaient, et mon frère avait hérité d'un calot de soldat, et il a chopé une voiture et il s'est retrouvé en dessous de la voiture, et je me rappelle très bien qu'il est rentré avec quelques Anglais et ça saignait, il y a eu un bassin de sang rempli du sang de mon frère, parce qu'il est passé sous le camion. Et il a été juste à la Libération, et il a été sauvé parce qu'il avait mis son calot de soldat. S'il n'avait pas mis son calot de soldat, il serait mort instantanément. C'est le calot de soldat qui l'a sauvé. Heureusement. Et je me rappelle aussi, à la Libération, là c'était dramatique, c'est qu'il y avait deux maisons où là, ils avaient fait avec les Allemands, et là, les résistants ont mis des croix gammées sur les façades, de part et d'autre, et on se sont forcés à descendre avec un revolver. Descendez ou je descends. Et après, ils ont été prisonniers tous les deux maisons. Hein. Côté droit de la maison, à 400 mètres au-dessus, 400 maisons au-dessus, et également à hauteur de la rue de Marthe de Rumeau, qui n'était pas Marthe de Rumeau avant. Et Marthe de Rumeau, là aussi, j'étais présent lorsqu'on a baptisé la rue Marthe de Rumeau. C'est une coïncidence. Il faut dire que j'étais un peu partout parce que j'étais curieux. Et puis dès qu'on entendait un bruit, et puis ça parlait beaucoup avant. Et puis les gens venaient beaucoup à la maison parce que ça roulait qu'en vélo, donc ils avaient besoin de leur vélo, ils crevaient. C'est pas le moyen de locomotion. Seul moyen de locomotion. Vous disiez que vous rentriez parfois de la campagne le soir après avoir été chercher le lait, le beurre. Il y avait un couvre-feu imposé, mais vous arriviez à rentrer juste avant le couvre-feu? Oui. J'ai jamais. Non, le couvre-feu, j'ai jamais tenu compte de ça.
Hein, Non, moi, vous ça, avez pas non, tenu compte? non, j'ai jamais tenu compte de ça. Non, parce qu'il faisait noir et puis je sais pas, maintenant le soir, disons que avec du recul, j'aurais dû avoir peur. Parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, mais à l'époque, il y avait personne. J'étais seul. Dans la campagne, et quand vous arriviez en ville? Non, j'avais pas peur. De temps en temps, on croisait un vélo, mais c'était pour manger, c'était pour se nourrir, c'était pour boire, et surtout se nourrir. Et mon papa, heureusement qu'il faisait les vélos et les motos, donc souvent il ne faisait pas payer, mais il dit à condition que vous venez me chercher du beurre, parce qu'il y avait également les fermiers, ils avaient besoin de leur vélo. Oui, il y avait du troc. Alors il y avait du troc, quoi. Oui. Et mon papa, j'ai des témoignages écrits que mon papa allait chercher pendant la guerre de la marchandise jusqu'à Douai en vélo, avec un tandem qu'il avait fait lui-même, avec une charrette derrière, et que mon frère, j'ai une photo de ça, avec un Allemand à côté, pendant la guerre jusqu'à Douai en vélo. Jusque Douai, c'est une sacrée distance. Ouais. Une sacrée distance. Et là, j'ai une photo à Lille, près d'un Allemand, où également mon frère et moi, mon frère et mon papa, avec une charrette derrière, plein de marchandises, et avec l'Allemand juste derrière. Enfin, c'était des marchandises, surtout des pots de fleurs. Ouais. C'était du grillage, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de grillage, il y avait beaucoup de pots de fleurs, il y avait les feux surtout. Donc il y avait les pots de fleurs, les pots de feu belges qu'on appelait les feux Flandria. Hein, donc il y avait tout ça. Ouais. Et pour vous chauffer, le charbon était rationné par l'occupant? Ben oui, alors là, ouais, mais là, vous allez me faire pleurer. Là. Vous avez vu trop le système D comme pour vous nourrir, même si au final vous aviez... Oui, mais ma maman elle a dit, bon, parce que bon, c'était pas comme maintenant, c'était tout du feu. C'était du feu au charbon. Oui. Donc il fallait tamiser les cendres, hein, et le peu qui passait à travers, c'était que des cendres. Mais le reste, c'était des fois on appelait ça des grouches. Hein, et il y avait donc un petit peu de charbon. Alors elle remettait ça dans le feu, mais à un moment donné... Ça s'est épuisé, ça s'est épuisé. J'avais vu que vous aviez aidé votre maman pour essayer de récupérer un peu de... Elle m'a dit, maman, mon petit Pierre, j'ai plus de charbon. Et si tu ne trouves pas du charbon, le feu va s'arrêter. Et on n'a plus de bois, on n'a plus rien. Et on avait un coach à charbon qui était de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Oui. Et comme les joints étaient imprégnés de charbon, j'ai réussi à récupérer une pelle de charbon. Et c'est comme ça que le feu a continué à fonctionner. Le local était grand, vous avez... Ah, bien sûr, c'était un grand magasin, c'était une grande maison. Hein, il y avait donc une grande pièce parce qu'on était à 10 et à 11 avec la grand-mère. Mais quand vous pensez à ça, qu'il n'y a plus rien, et si vous ne trouvez pas du charbon, alors le charbon, j'ai cherché au bateau. À la péniche. À la péniche. Hein, et heureusement que j'étais assez solide, mais le charbon dans la péniche était mouillé. On mettait beaucoup d'eau pour alourdir. Alors là, j'avais l'autorisation d'aller à condition de récupérer sur les lattes en bois le peu de charbon qu'il y avait, et également aidé par Edmond de Cotigny quand le train arrivait avec du charbon pour aller. Edmond disait, oui, Pierre, cousin, il disait, oui, tu peux aller. Mais il travaille à la centrale. Prends pas, oui, il est chef de centrale, chef d'équipe. Hein. Il disait, Pierre, cousin, tu peux y aller. Récupère ce qu'il y a sur les côtés. Et comme ça, j'avais un peu de charbon, et également au bateau. Et j'allais glaner des pommes de terre jusqu'à Quesnoy. Et à un moment donné, à Quesnoy, j'avais 150 kg de pommes de terre. Et mon papa avait fait un vélo berceau pour que je puisse mettre des pommes de terre, mais 150 kg, je ne pouvais pas revenir à pied. Avec 150 kg, c'était trop. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui partait sur Colline de récupérer mon frère avec un autre vélo pour mettre les 150 kg de pommes de terre. Et vous avez pu les transporter. Et comme ça, à deux, on a pu transporter et on a continué à se nourrir. Parce que je vous dis, il fallait un saut de pommes de terre tous les jours. Mais le plus dur pour moi, ça a été le charbon. Le charbon, d'abord, de par sa lourdeur, parce que ce charbon,
c'était entassé d'eau. Mais je disais, mince, j'avais un sac, mais ça coulait. Donc volontairement. Mais c'était surtout la dernière pelle pour faire plaisir à maman. Et quand elle m'a dit ça, je pleurais à chaudes larmes. Les hivers avaient été rudes. Certains hivers. Les hivers étaient rudes, ils n'étaient pas comme maintenant. Et puis on n'était pas habillés comme maintenant. On avait un passe-montagne. Moi, j'avais même pas de gants pour aller à l'école, au collège. Donc c'était vraiment des périodes. Je crois que c'était la souffrance, pas morale, mais physique, parce que on avait froid. On avait froid. Oui. On avait froid et il fallait continuer à avancer. Et puis on se plaignait pas, parce que ma maman, jamais elle se plaignait. Jamais, jamais, jamais. Elle travaillait votre papa à l'atelier également? Non, le commerce était ouvert jour et nuit. À 7h30, elle se levait, le bois était préparé le matin, le soir plutôt pour le lendemain matin. Et d'après les écrits, à 7h du matin, on faisait sa prière, parce que maman était très croyante et pratiquante. Elle disait, allez, tous la prière. Papa et Jean, qui étaient dans l'atelier, allez, tous la prière quand elle était jeune, donc pendant la guerre. Et on faisait tous la prière, nous les enfants à genoux, devant la Vierge et devant le Christ. Et après, allez, les enfants au lit, souper au lit. Et papa, il travaillait jusqu'à 11h du soir, et elle disait à son mari, alors papa, maintenant on va manger, il est 11h. Ah bah oui. Et ils mangeaient ensemble, et après 11h, ils allaient dormir, et à 7h30 du matin, debout. Debout pour que le magasin soit ouvert, parce qu'il y avait l'usine Final Bench avec des ouvriers, et il y avait également les 3F également, où maman avait travaillé aux 3F. Donc elle savait qu'il y avait énormément d'ouvriers, et c'était pas fermé à l'heure du midi, c'était toujours ouvert. Alors, comme on était 10 à table, ou parfois 11 avec la grand-mère, elle disait aux enfants, la sonnette à l'allée, ne bougez pas, vous devez travailler, vous devez aller à l'école. Moi, je n'ai rien à faire. Elle disait toujours, je n'ai rien à faire. Alors qu'elle n'arrêtait jamais. Alors, ce qui était dur aussi, c'était qu'en plein hiver, les draps étaient dans la cuisine. Alors, on n'avait même pas de place pour passer. On salissait ça avec ce qu'on pouvait. Non, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Alors, où là, j'ai pu faire plaisir à maman, c'est que le jardin était assez long, il faisait à peu près 50 mètres de long. Et là, jusque chez il y avait Final Bench, il y avait également à côté, je ne me rappelle plus le nom, à gauche là. J'ai même trouvé des balles, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref, il y avait 50 mètres de long, et maman, elle était avec ses souliers et beaucoup de sabots. Elle allait pendre le linge, parce qu'il y a énormément de linge, et les draps également. Et je voyais maman avec ses sabots, ils étaient comme ça, à gauche, droite, à gauche, elle risquait de tomber, et ça glissait en plein hiver. Et j'ai pu trouver comme ça des dalles d'occasion que j'ai ramenées, 4-5 dalles à la fois, et que j'ai pu carreler tout le passage. Alors elle était heureuse comme toi, elle dit, mon petit Pierre, qu'est-ce que je suis content, parce que pour moi c'était aussi un avantage, c'est que quand il fallait vider les toilettes, j'étais également dans ce chemin pour les vider sur le champ. J'avais quand même un peu d'équilibre, tandis que là, au départ, j'en avais pas du tout. Alors là aussi, une anecdote, c'est que mon papa, comme les garde-boue étaient foutus, des pièces mécaniques étaient foutues, il disait, allez, fais une tranchée, on va tout enterrer dans le sol. Et dans la maison qu'on a habitée, il y a des centaines de kilos au fond du jardin. Ils y sont encore? Ils y sont encore. Enfin, ça pourrit, à la longue, ça pourrit quand même. Enfin, voilà, quoi. Oui, en tout cas, ce sont des anecdotes très très riches et qui éclairent bien ce qui était l'occupation et la vie. Le principal, c'est qu'on a fini entier. Aider votre ingéniosité, votre habileté. Et puis le courage que les parents, l'exemple des parents, et après, il y a personne qui rechignait à travailler, mais seront beaucoup glané. Moi, le blé, ça ne m'intéressait pas, c'était surtout glaner les pommes de terre. Et là, j'ai même glané une fois, et près de la centrale de l'énergie, j'ai même
rentrer mon canon dans mon pied. Heureusement, ça n'a pas été trop mal, mais enfin, j'ai quand même dû être soigné quand même parce que c'était. Vous alliez à l'hôpital de Comines? Non, mes parents. Non, mais ma mère, elle savait. Pour les choses les plus... Ma mère, elle savait tout faire. Elle savait tout faire. Et souvent, moi je me rappelle une anecdote aussi de ma sœur. Elle avait 3 ans, moi j'avais 5 ans, Bernadette. Et comme ma maman était souvent prise au magasin, il y a souvent une dame qui venait pour faire le café ou pour faire. Mais à l'époque, c'était pas le café, c'était d'abord la chicorée qu'on bouillait, et ensuite on mélangeait le tout et il y avait un café pour tout le monde. Et c'était dans l'après-midi et il y avait une dame qui venait souvent là pour aider ma maman. Et elle avait préparé le café, la chicorée, mais c'était un feu belge, donc c'était un feu rectangulaire et devant il y avait un pot comme ça fort avancé et la cafetière était là, enfin du moins la bouilloire qu'on disait, avec la chicorée dedans et ça s'est mis à bouillir et cette dame elle s'est dit oh là ça bout et elle a pris la cafetière mais elle s'est brûlée et elle a versé tout l'eau sur les jambes de ma sœur Bernadette qui avait 3 ans. Elle a hurlé, brûlée au 3e degré. Et tout de suite, maman a entendu hurler, elle est venue, elle a conjuré le sort, le feu, et de ce fait-là, elle a plus peur. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'y croit pas. Hein, ce qu'il y a, c'est que ma maman était souvent appelée parce que il fallait faire des prières, c'est des prières pour couper le feu. Et ma maman, moi j'étais là, j'avais 5 ans, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle pleure plus. Quand elle a eu fini la prière, ma soeur n'a plus pleuré. Elle s'est calmée, ma soeur. Non, elle ne plus pleurer du tout, alors qu'avant elle hurlait. Et maintenant elle a encore des grosses marques, parce qu'au 3e degré, à l'époque, maman elle n'avait pas cherché de médecin, ni rien du tout. Elle a mis des compresses dessus et tout, du gras et tout dessus. Ah oui, elle a quand même apporté les promotions. Oui, maman était très forte pour ça, très forte. Enfin voilà, système des merdes. Ouais. Puis arrive 1945, l'armistice est signé entre le 7 et le 8 mai en Europe. Des balles en hommage aux résistants ont lieu à Comines en juin 1945. Les troupes canadiennes et britanniques qui ont stationné des 2 communes reviennent. Là, c'est la liesse de nouveau. Vous avez des souvenirs du retour des... La liesse, je vous dis, après la libération, je veux dire quand... La liesse, c'est ça, de monter sur des chars, d'être photographié avec les Anglais qu'on adorait, parce que c'était nos libérateurs. Hein, et on s'est dit, maintenant, les Allemands sont partis, et maintenant, on va pouvoir vivre. Mais dans notre petite tête, disons qu'on n'en a pas souffert. Sauf certaines anecdotes que j'ai racontées, plus de charbon, des pommes de terre qu'il fallait glaner, et là malgré qu'on était fatigué, mais maman elle était sage, elle nous faisait aller dormir à 7h30, 8h après le repas, et je crois que ce qu'on mangeait le soir avec de la farine et je ne sais pas si elle mettait des spaghettis tout dedans, mais enfin disons que c'était assez épais par moment. Mais il faut dire aussi que le lait battu avait une bonne crème au-dessus. Le lait plutôt bouilli avait une bonne crème au-dessus, qui était plutôt jaune et qu'on se servait pour mettre sur des tartines. Et ça faisait un bon beurre. On se régalait avec ça. Et toutes mes sœurs encore maintenant ils en parlent. Et puis maman avec rien, c'était bon. Même maintenant, encore mes sœurs, ils disent on ne sait pas faire comme maman. Maman, elle était vraiment une cuisinière hors pair. Parce que très jeune, elle a 12 ans, elle a vécu donc avec des nobles, et donc c'est elle qui devait faire manger, et finalement, elle a beaucoup appris et ça nous a servi. Et c'est pour ça qu'on a très peu souffert de la faim. Mais je jouais, je me rappelle involontairement, mais comme on disait famille nombreuse, je jouais un peu des coups chez Bécard en disant écoutez, vous voyez, j'ai des cartes, des petits tickets à mettre sur. Vous voyez, on est nombreux, on est à 11, j'ai besoin, on a faim. Et alors on me laissait souvent passer parce que j'étais petit. Ah oui. J'étais petit, mais débrouillard. Débrouillard, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà. Merci beaucoup Pierre. De rien. Je vous remercie vraiment très très sincèrement. Enfin, je m'étais dit pas de l'oreille, mais dur quand même. Et merci d'avoir accepté de parler de c'est dur. Ils sont encore très vivaces et c'est dur.
Enfin, j'espère qu'on verra plus ça parce que ma foi, c'est pas la joie. Hein. Oui. C'est pas la joie.